Bienvenue Alexandre. Merci pour tout, merci pour ton accueil, Julien. Avec Je suis grand ravi d'être là. de même. Pareil, ça fait quelque temps qu'on échange sur les réseaux. On avait fait quelques visios de préparation aussi pour cette interview. Donc le but, comme je t'ai dit, c'est de parler de toi, de ton parcours, de l'entreprise que tu co-gères aujourd'hui avec ton papa. Donc c'est l'entreprise historique de ton père. Mais là, vous êtes deux à la gérer et toi, tu lui apportes ta jeunesse, ton ambition, et ton assistance aussi, j'imagine, parce que tu fais pas mal de petites actions pour lui, administratives et tout. Je Il s'en l'accompagne sur la structure là où, entre guillemets, ça prêche, là où Ouais, il y a des différends, là où il y a des problèmes, que ce soit au niveau administratif, au niveau de la gestion, au niveau social. Et je l'accompagne pour qu'il puisse déléguer, qu'il puisse se démener de ce de ce qui l'embête et se mmh, concentrer mmh, sur ce sur quoi il est bon, quoi. mmh, Sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le marquage publicitaire, la peinture en lettres et la peinture en général. carrément. L'artisanat. Ouais, parce que on l'a pas dit, mais l'entreprise de ton père, c'est DPP, décoration, peinture, publicité. Donc lui, c'est un expert de son domaine. Ça fait 30 ans, je crois, qu'il a Ça monté. fera 37 ans en avril. Pouah, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est ça qui est beau, c'est, lui, il a les compétences, en peinture, Il a heu, les compétences techniques, technique, ouais. Et toi, tu lui apportes, une vision peut-être de la stratégie? une vision à 360, une vision, plus ambitieuse, plus jeune et plus innovatrice sur, des points dont il a même pas connaissance certaines Mmh. fois et juste pour bonifier ce qu'il fait, en fait. Ouais. Mettre, un plus à ce qu'il fait, en fait, lui apporter un plus à tous les niveaux. Et tu quel âge toi, Alexandre? J'ai 19 ans, j'ai Ouais. eu 19 ans au mois d'août. Waouh, exceptionnel. 19 ans et déjà, aux côtés de ton père, je pense que c'est le meilleur apprentissage, hein. Tu C'est seras ça, il y a d'accord avec rien moi? de mieux. Ouais. Je le vois depuis que je suis petit parce qu'on a l'atelier, on travaille à la maison entre guillemets, on a un atelier de 150 carrés et déjà depuis petit, je côtoie le monde de l'artisanat, de l'entrepreneuriat. J'ai vu Mmh. mon père travailler, je le vois toujours travailler, donc j'ai toujours été habitué à avoir des clients, Mmh. à dire bonjour, à traiter de près ou de loin. Mmh. Donc c'est rien de nouveau pour moi et c'est «logique» entre guillemets de continuer dans la même dynamique, que lui, Ouais. simplement. En sachant que tu as eu quelques expériences entrepreneuriales aussi avant de te lancer avec ton père. On en parlera, hein. Exact. C'est des expériences relativement courtes, mais que tu as vécues toi Pleinement. pleinement. C'est ça, c'est Pleinement bon. et j'ai beaucoup appris dans ces expériences-là avec mon associé, avec Marlon, Mmh. que je salue d'ailleurs. Ouais. On a fait, énormément de choses. Entre guillemets, on a tout fait sans rien faire parce qu'il y a pas eu de résultats financiers, il y a pas eu de plus, que ce soit professionnel ou financier. Mais, c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis à moi d'être là, de faire ce podcast aujourd'hui avec toi, Julien. Donc, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé, malgré les échecs et malgré la non-réussite, sociale, professionnelle et financière. Ouais, bon après, c'était assez bref aussi, je crois qu'on en parlera, mais la première entreprise que vous vouliez lancer là avec Marlon, vous avez fait ça pendant 6 mois à peine, On a fait ça pendant, 2-3 mois. On a eu 2 clients. OK, On a pris, 2 grosses claques, dans ouais. la gueule. On a eu 2 échecs clairement, Mmh. mais comme dit, c'est ce qui m'a permis de progresser, de Mmh. grandir un peu plus vite et Ouais. d'apprendre de mes erreurs. Il y a certaines erreurs que j'ai faites que je ne referai plus et Mmh. aujourd'hui à 19 ans, c'est un luxe d'avoir, des erreurs déjà faites, des échecs pour continuer et recommencer et réussir, peut-être pas sur dans le même domaine, Mmh. mais pour réussir autre part et faire quelque chose de nouveau et de mieux, de plus grand. Ouais. C'est ça que j'admire, relativement chez toi, c'est que tu es conscient qu'il faut passer à l'action, qu'il faut avoir des échecs pour apprendre et que c'est la résilience qui fait le reste ensuite. On en parlera tout le long de cet échange. Tu nous présenteras ton parcours sur les dernières années. On parlera aussi du sport, de la spiritualité, qui sont 2 domaines importants pour toi, que ce soit, pour ton équilibre, personnel et puis aussi pour développer des projets de business avec ton père. Ça m'a autant apporté que le fait d'être dans l'action, en fait. La OK. spiritualité, le sport, c'est aussi grâce à ça que j'en suis là, Mmh. concrètement, mentalement et psychologiquement. OK, et ben, on parlera de ça. Tu nous donneras, ton ressenti, ton expérience de ces 2 aspects-là de la vie. On parlera du quotidien aussi, changement de quotidien. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, chez toi et dans l'entreprise, de ton père aussi sur les derniers mois. Donc j'imagine que ton quotidien a été
changé également. Peut-être que tu côtoies pas les mêmes personnes, tu vas pas dans les mêmes endroits. Le regard des autres, a changé à la f pour le bien et le moins bien, j'imagine, selon les cas. Donc on en parlera aussi si tu veux bien. Et puis, voilà, si tu as rien d'autre à ajouter, on va rentrer dans le vif du sujet de notre discussion. On va parler du premier déclic que tu as eu le 18 septembre 2023. Tu avais 17 ans, un accident de scooter. Donc raconte-nous, comment ça s'est passé et pourquoi ça a été un déclic pour toi? Donc, tout simplement, le 18 septembre 2023, c'est la fin de l'été, je retourne à l'école, je rentrais en première, donc concrètement, c'était hier encore et j'allais à l'école. J'ai passé un été fou. J'ai, grandi, j'ai évolué pendant cet été, j'ai découvert, tout ce qu'un jeune adolescent, découvre à cet âge-là. Donc, sortir, les filles, l'alcool, tout ce qui est tous les extras possibles, en fait et ce jour-là, en sortant de l'école, j'ai eu un accident tout bête, j'ai eu la mâchoire cassée, mais ça m'a beaucoup apporté parce que sur le long terme, comme dit, c'est grâce à cet événement que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à cet événement que j'ai accompli et fait tout ce que j'ai fait ces derniers mois, que j'ai pu accompagner mon père, que j'ai eu la résilience de me développer, en fait. J'ai eu la discipline, la vision et la résilience pour me développer et pour avancer dans ma vie de manière générale et au niveau spirituel, parce qu'on a parlé du spirituel dans Vas-y. l'introduction. Spirituellement, j'ai pris une grosse claque, c'est le Ouais. mur. C'est un mur que j'ai pris, en fait. Pour moi, c'est un mur, c'était une étape nécessaire pour avancer et c'est un rappel de la vie, de Dieu et de manière générale de me dire, «OK, tu vas un peu trop vite, ralentis. Prends ce mur et après on se pose, on discute. On fait quelque Mmh. chose de plus sensé que de faire n'importe quoi, d'aller à l'école, de sortir, de faire n'importe quoi, en fait» et ça m'a calmé et après cet événement j'ai su premièrement que ma vie ne serait plus la même, n'était déjà plus la même et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, même avant de me regarder, dans le miroir et de me dire, «Est-ce que ça va?» Comme j'ai mis énormément de temps à me poser cette question: «Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas?» Et pour au final 6 mois plus tard me rendre compte que rien n'allait en fait, que j'étais tombé dans une dépression et que je faisais n'importe quoi et que c'était juste le chaos en fait. Mmh. Je vivais juste une vie chaotique, c'était clairement chaotique. Et j'ai mis du temps à m'en relever avant même de mettre un mot sur, ce qui a été concrètement problématique. Une fois que c'est arrivé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à créer. J'avais toujours, cette envie de faire, de me développer à côté, de faire mes propres trucs et avec Marlon, mon associé de longue date que je connais depuis des années maintenant, heu, je lui ai proposé une opportunité que j'ai eue. On s'est lancé sur cette opportunité au mois de juillet, au mois d'août. Lui, il était pas trop impliqué parce qu'au début, il voyait pas tant que ça, la chance qu'il y avait, le potentiel. Mais quand j'ai mis les bons arguments en avant, que je lui ai fait comprendre que c'était ça, entre guillemets, qui pouvait changer notre vie, on a commencé à s'y mettre, on a commencé à faire de la prospection, on a commencé à essayer de créer du contenu. Et au Mmh. final, on y reviendra plus tard, mais j'ai commencé à créer du contenu, 6 mois plus tard, cette année-là, en 2025. On a trouvé un premier client avec qui on a commencé à travailler. On s'est rendu compte très rapidement que, il nous avait menti sur le fait que ses abonnés étaient faux. Donc, Mmh. il s'était rajouté des abonnés. On n'a pas vu le on est tombé dans le panneau parce que entre guillemets, «tout jeune, tout naïf et tout pressé à bien faire les choses», on s'est pas rendu compte de certaines choses. Donc ça a été une première claque dans le sens où on a été très vite déçus. On a essayé de mettre des actions en place, impossible parce que lui derrière, il a pas suivi, il a pas été capable de suivre, nos instructions, du moins ce pourquoi on l'a contracté pour collaborer avec nous. On a pris une première claque comme ça, on a arrêté la collaboration, donc un premier échec, on commence avec un échec et 1 mois plus tard, on a ou 1 mois ou 2 mois plus tard, donc en début 2025, donc c'est Mmh. tout frais encore. Marlon a trouvé un deuxième client avec un potentiel, exceptionnel. Il y avait un potentiel énorme, il y Et avait vous quelque faisiez chose à quoi faire. avec lui? Pardon, je te coupe. On faisait de la croissance d'opérateurs, donc en anglais, gross operating Mmh. et là où on a échoué concrètement là-dedans, c'est, là où on a trouvé tout ce dont on avait besoin pour réussir et c'est cette politique, à laquelle je me tiens, que toutes mes réussites se trouvent dans mes échecs. Que sans ces échecs-là, je ne pourrais pas être là aujourd'hui, donc c'est ce qui fait ma force. Et qu'est-ce qui a pas fonctionné au final? Parce que tu dis que c'est un échec, c'est quand même, c'est quand même pas évident d'accompagner des gens dans la croissance comme tu dis, d'avoir un premier client. Qu'est-ce qui te fait dire que ça a été un échec? Alors là où on a échoué, c'est sur, ça vient pas de nous,
il y a des problèmes que nous, on n'a pas su régler parce qu'on était peut-être jeunes et trop ambitieux. Mais il y a eu des problèmes de coordination. Il voulait pas bosser, il avait pas envie. Il a pas mis entre guillemets «la même énergie, la même ambition» que nous. Donc nous, on se donnait à 100, lui, il donnait même pas 50. Mmh. Donc quand les efforts sont moindres et qu'on a besoin de ces efforts-là pour avancer, on peut pas avancer. OK. Donc on se bloque, on se bride nous-mêmes, en fait. Mmh. La grosse erreur qu'on a pu faire à ce moment-là, c'est, d'avoir persisté, en fait, et de Mmh. s'être fait du mal pour rien, en fait, en essayant de chercher à changer quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer. Mmh. Donc Ouais. s donc ça déjà, ça a été une grosse leçon de entre guillemets de cesser et d'arrêter de faire des efforts pour rien. Si, il y a pas de reconnaissance, s'il y a pas d'efforts qui sont retranscrits et de reconnaissance par rapport au travail que tu mets en place, Mmh. passe à autre chose et la Mmh. vie te réserve mieux, la vie nous réserve mieux et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mmh. Grave. Et j'imagine cette expérience, elle t'a servi aussi avec, ce que tu fais avec ton père aujourd'hui pour son entreprise DPP, dans le sens où tu sais qu'il est important de clarifier avec le client, quels sont ses devoirs aussi. Et enfin ce que tu attends du ce que ton père attend des clients, ce que toi tu attends des clients, genre c'est pas à toi de tout faire ou c'est pas à ton père de tout faire pour le client et aussi de cibler les clients, avec qui tu vas bien pouvoir travailler, les clients, bah, qui t'apportent de la bonne énergie, enfin avec qui vous avancez bien ensemble et les clients qui te vident de ton énergie ou qui sont pas motivés et voilà. J'imagine que le filtre, est beaucoup plus rodé aujourd'hui, Le but tu exactement, vois? c'est exactement ça, de mettre une équité et une égalité. On travaille ensemble, OK, je travaille pour toi, je réponds à un besoin, à un service, Mmh. mais il faut que tu comprennes que moi aussi j'ai des problèmes. En fait, développer ça au terme humain, en fait, que je t'amène plus qu'un produit, je t'amène une expérience, un savoir-faire Ouais. et une plus-value. Quand, entre guillemets, les gens ils viennent travailler chez nous, on a des clients de longue date parce que ils savent qu'ils auront leur chantier en temps et en heure et ils savent qu'il y aura aucun problème. Mmh. Donc c'est pour ça que les gens travaillent avec mon père parce qu'il y a un savoir-faire, il y a aucune faute et quand le travail, il est demandé, par exemple, ça arrive souvent, heu, vendredi pour lundi, dimanche il est prêt et les gens ils viennent récupérer leur chantier, que ce soit des panneaux, un véhicule, quoi que ce soit. Mmh. Ouais, très très clair et c'est pas évident parce que même moi au studio, tu vois, heu, au début, je m'entêtais avec certains clients qui me prenaient tellement d'énergie pour, au final, pas une grosse rémunération. Donc j'ai appris et je continue d'apprendre, hein, je continue, à être perfectible sur ce point-là, de bien sélectionner les clients au départ. Il y a peut-être 30 des clients qui vont te faire perdre ton temps, quoi, qui vont, pas être là à la visio de préparation, pour une interview, par exemple, qui vont te faire perdre du temps sur du montage vidéo. Donc j'imagine que c'est ce que tu as vécu, avec ce deuxième client-là, une expérience un peu négative, quoi. Et exactement parce que les gens, en fait, à partir du moment où ils évaluent pas ce que toi tu fais, entre guillemets, que ce soit pour eux ou de manière générale, Mmh. ça sert à rien. Parce que moi, entre guillemets, je travaille pour toi, mais c'est du temps que je ne passe pas à travailler pour quelqu'un d'autre. Mmh. Donc moi, que tu me payes ou pas, parce qu'on a travaillé gratuitement en plus, il faut le Mmh. dire. Ah, il vous a jamais payé? Non, on n'a jamais payé parce qu'on n'était pas en mesure de demander un paiement. Mmh. On était nouveau, on n'était pas débutant. On était, on était là, on travaillait, on donnait de notre mieux. Mais si moi, entre guillemets, je me développe pour toi, je me développe pas pour moi. Donc le travail que je fais pour toi, c'est pas du travail que je fais pour moi ou pour quelqu'un qui pourrait potentiellement me payer. Mmh. Donc après, l'argent, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée à ce qu'on fait. On travaille pas pour, gagner de l'argent. On travaille pour faire travailler notre argent et gagner de l'argent, mais Mmh. principalement pour, on fait ce qu'on aime. Mon père et c'est ça qui m'a transmis, il m'a toujours dit: «Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose qui te plaît, que tu Mmh. aimes». Parce que se lever le matin, il y a rien de pire que se lever le matin et aller, dans un travail, à un poste qu'on n'aime pas, en Mmh. fait, qui nous plaît pas. Et ça, je l'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai fait de la vente, j'ai eu plusieurs postes et se lever le matin pour quelque chose qui ne te plaît pas, c'est insultant. Mmh. J'aimerais bien reparler du fait que tu as arrêté l'école au final, assez tôt. C'était ça, on n'en a pas parlé, mais, après cet accident? Alors, exactement, comme tu le dis, j'ai arrêté l'école après l'accident, pas par volonté de d'arrêter l'école, mais juste parce que j'étais plus à ma place. Mmh. Ma mère l'a vu, elle m'a posé la question: «Est-ce que tu veux retourner à l'école?» Et j'ai pas arrêté l'école
pour dire: «Ouais, j'ai arrêté l'école, je suis là, nanana». J'ai arrêté l'école parce que c'était plus ma place. J'étais plus à ma place et on voulait pas déjà que je sois à cette place à la base. C'est un principe qui m'a énormément apporté, c'est le fait de quand tu n'es pas évalué à ta juste valeur et à cette place-là, change de place. Mmh. On prend l'exemple, c'est connu, hein, on prend l'exemple d'une bouteille d'eau. Dans une épicerie, elle coûte 1 €, à l'aéroport, elle coûte 4 €. Mmh. C'est juste la place qui change. Donc si t'es pas valorisé à ta juste valeur, change de Mmh. place. Et tes parents, ils ont accepté directement, que tu arrêtes l'école? C'est ma mère, en fait, qui m'a dit, «Est-ce que tu veux retourner à l'école?» Je lui ai dit: «Non». OK. Parce que quand je suis sorti de cet accident, même l'école a pas facilité la chose parce que on est revenu, on m'a traité comme un chien entre guillemets dans le sens où, j'avais la bouche cassée, j'arrivais à peine à parler déjà donc retourner à l'école, c'était pas une idée et j'avais juste plus envie, j'étais juste plus à ma place. Mmh. Après comme dit, j'avais pas de plan, j'avais pas d'idée, mais je savais que j'allais faire quelque chose et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai récupéré un scooter, dès que j'ai récupéré le scooter que j'ai actuellement, j'ai été chercher une alternance. On me disait: «Ouais, tu peux y aller, va chercher une alternance, va chercher un truc, un job» et j'ai attendu, je crois que le scooter, c'était en février 2024 que je l'ai eu fin février. Donc il y a de septembre à février, il y a un long moment. Il y a de longs mois qui passent, mois très douloureux, des mois très chaotiques. J'étais pas à ma place, en fait. Je faisais n'importe quoi. Je sortais tous les jours, je faisais juste n'importe quoi et le jour où j'ai eu le scooter, 1 semaine plus tard, j'avais déjà trouvé quelque chose, une situation. Mmh. Donc à partir de là, il y a eu des hécatombes aussi. J'ai pris une première alternance avec un patron, très encourageant qui C m'a Ouais. motivé. C'était dans quoi l'alternance, dans quel domaine? C'était, dans l'agroalimentaire, c'était OK. pour valider, un diplôme pour être manager dans le commerce, dans la vente et le commerce. Rencontré un manager, très agréable, très encourageant qui m'a poussé à faire mieux, qui m'a poussé à faire plus et ça s'est fini très vite parce qu'il y a eu un désaccord, il y a eu un problème au boulot, pas avec lui et lui m'a énormément motivé. Il m'a dit: «Si un jour tu as besoin de moi, tu as besoin de quelque chose, d'un conseil, je serai là» et le jour où je l'ai appelé, il a su décrocher et me dire, «OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça comme ça, il faudrait que tu fasses ça comme ça». Il m'a accompagné et c'est peut-être grâce à lui même que j'en suis là aujourd'hui. Mmh. L'échec qui m'a mis dans une situation où quand j'avais besoin de lui, je l'ai appelé et il a répondu présent. Ce Mmh. qui aujourd'hui, est très étonnant dans le monde dans lequel on vit, c'est très étonnant d'appeler quelqu'un qui t'a dit, «Ouais, je serai là dans 6 mois, dans 1 an» et finalement il a répondu présent. Mmh. Il a su m'aider. OK, et tu es toujours en relation avec lui? Je suis en relation avec Contact? lui, je Ouais. parle pas spécialement avec lui, mais c'est une personne que je respecte énormément et OK. j'ai énormément de reconnaissance avec lui parce que malgré, ce qui s'est passé, hem, il m'a pas mis dans une case Mmh. et ça, je respecte ça. Parler. Tu avais un autre déclic, c'est l'entretien, je crois que tu m'avais parlé de l'entretien chez Zara, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu veux nous en parler, Donc la période là, cette personne-là dont je parle, Franck, que je salue d'ailleurs, Ouais. hem, on est en mai ou on est en avril 2024. Là, Zara, on en vient aujourd'hui, on est à l'été 2025 et en fait, je passe, cet entretien, je postule, on m'appelle, donc je me présente, j'y vais proprement, habillé, prêt à en découdre, quoi et OK, entretien basique, on pose des questions, j'y réponds, tout se passe bien et au final, la pilule magique, «On te rappellera demain, nanana» et ils ont même pas eu la décence de me rappeler, de me dire, «On te prend pas», quoi. Mmh. Donc j'en ai juste eu marre. Je me suis dit simplement: «Si on me donne pas de travail, je vais pas attendre qu'il vienne à moi, je vais arrêter de le chercher et je vais créer mon propre travail». C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à travailler avec mon père, à travailler, sous mes propres ordres, faire mes propres tâches, chercher à solutionner, des problèmes, qui errent depuis des années au sein de la société. Donc en remontant un premier dossier d'impayé sur lequel on travaille toujours et c'est ce que je disais par rapport au fait d'être, embouteillé, d'être dans des embouteillages constants. Un problème en amène un autre et plus tu avances, plus tu as de problèmes. Mmh. La vie professionnelle, c'est ça. La vie entrepreneuriale, c'est ça. Plus tu Exactement. avances, plus tu te dévoues à faire quelque chose, plus tu es contraint à avancer, sur, sur des pics en fait. Bah, plus tu as de pro ouais, ouais, c'est de toute façon, tu auras toujours des problèmes et c'est ça qui est à la fois très formateur, à la fois un peu excitant, mais usant aussi dans l'entrepreneuriat. C'est que un jour, tu peux être, hyper satisfait, tu peux te sentir comme le roi du monde parce que tu as signé un super contrat et le lendemain, bah, tu peux te sentir au plus mal parce que, tu as un client qui est pas satisfait. Donc il y a des problèmes tous les jours. Ça, on est d'accord.
L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes tous les jours. Exactement. C'est résoudre des problèmes, mais c'est surtout avancer avec les problèmes. Ouais, Comprendre que chaque problème a une solution, mais que la solution, elle est peut-être là demain, comme elle est là dans 6 mois, en fait. ouais. Et à la base, je partais pour régler un problème. Faire un dossier, récupérer des factures, checker des bilans. Au final, je me retrouve à faire, 100 000 de choses Mmh. sans même arriver à la première finalité. Mmh. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, que malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux, rien n'est facile, rien n'est accessible, rien de ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux n'est accessible facilement. Mmh. Les gens qui ont ça, qui ont une Rolex, une Lamborghini, comme on peut le voir beaucoup sur les réseaux sociaux, premièrement, déjà, c'est pas une finalité. Du moins, pour moi, ce n'est pas une finalité. Et deuxièmement, il faut voir ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Mmh. Parce qu'on voit toujours la ligne d'arrivée, la finalité, mais on voit pas les nuits blanches, le temps passé à travailler, à galérer, les claques, les tornades par lesquelles on passe pour arriver à cette Lamborghini, à cette Rolex, à ce bien, en fait, ce bien visuel et ce bien, matériel. Totalement. Il y a pas vraiment de secret, en fait. Il y a pas de hasard, à moins d'être héritier, d'avoir eu, un petit coup de pouce, de sa famille, mais, en général, les gens qui commencent de pas grand-chose et bah, qui ont de réussite matérielle, on va dire, à première vue, ça vient pas de nulle part. Comme tu dis, il y a forcément des nuits blanches, des doutes et surtout la volonté de continuer, de ne pas s'être arrêté. Ça, c'est hyper important et la résilience, tu l'as, on en reparlera, mais tu as un parcours assez jeune, assez récent, assez court au final puisque tu as que 19 ans, mais on pourra pas t'enlever une chose, c'est que, beh, tu continues d'avancer. Donc ça, c'est je pense que c'est une grande qualité et voilà, ne la perds pas, quoi. Je continue d'avancer et j'axe ça sur le fait que j'ai 19 ans parce que, entre guillemets, «j'ai tout fait sans rien faire». J'ai 19 ans, je suis un enfant, il y en a certains, je traite avec des gens, professionnellement, ils me prennent encore pour un enfant. Mmh. Mais si on s'assoit et si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que, certes, je suis un enfant, je peux Mmh. me comporter comme un enfant, mais j'ai 19 ans, donc c'est logique, il y a certaines choses qui sont Mmh. logiques. Et il faut comprendre que malgré l'âge que j'ai, ça n'exclut pas le fait que je sois à la place que je suis. Mmh. Pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai travaillé pour. J'ai travaillé pour être là, ici, aujourd'hui. J'ai travaillé pour régler les problèmes de mon père et je travaille tous les jours pour avancer et pour me développer à tous les niveaux. Mmh. Et pour clarifier ce que tu fais avec ton père en ce moment, tu l'as dit un peu, mais il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de facturation, de relance de clients, de devis. Tu gères aussi son compte LinkedIn professionnel qui est au nom de DPP, décoration, peinture, publicité. Ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de l'expertise qu'a mon père, ce que Mmh. peut faire mon père. Il a 37 ans de métier, c'est une chose, mais il a fait énormément de choses et je veux remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village. Mmh. Que les gens comprennent que ce que fait mon père, ce qu'a fait mon père, c'est dans le temps et aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a 37 ans, il est incontestablement, pas là où il devrait être et moi, c'est ça mon problème. Parce qu'il y a certaines choses que je peux plus entendre. Ton père, il a pas fait ci, ton père, il a pas fait ça. Mais les gars, regardez tout ce qu'il a fait. Mmh. Il a fait un travail monstre. Il travaille depuis toujours, entre guillemets, pour que moi-même je sois là aujourd'hui. Il a travaillé pour ça. Il s'est battu toute sa vie pour que moi j'ai un avenir, que moi j'ai une chance de faire quelque chose. C'est pareil pour ma sœur Mmh. et pour ma famille de manière générale. Il s'est toujours battu. Euh, on l'a jamais laissé respirer. Et moi, je suis là aujourd'hui pour l'accompagner aussi sur le plan humain, parce que c'est ça que je veux mettre en avant, le plan humain. On est des humains. Avant de faire un podcast, je t'ai rencontré, on est humain et on s'apprécie parce qu'on a une relation humaine Mmh. avant d'avoir Clairement. un intérêt professionnel. Et les gens, ils séparent trop l'humain du professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît parce que avant tout, on est humain. Mmh. On peut aller boire un coup, euh, parler, apprendre à se connaître avant Mmh. de travailler ensemble. C'est clair et c'est ce qui fait, les meilleures synergies en général aussi. Alors évidemment, tu peux pas aller boire des verres, avec chaque client, Bien mais sûr. en l'occurrence, quand on prend le temps de faire une interview podcast ensemble, c'est bien de se connaître un peu avant et Prendre le temps, en fait, ouais. de connaître, de savoir qui est-ce que j'ai en face de moi, pourquoi tu es arrivé là, comment tu es Mmh. arrivé là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai un intérêt à travailler avec toi Mmh. sur le plan humain comme professionnel. Carrément. Là, j'ai une question qui me vient, parce que ça paraît, hyper, fluide que tu travailles avec ton père aujourd'hui, que tu l'accompagnes sur l'aspect humain justement, mais comment ça s'est fait en fait? Est-ce que c'est toi qui es venu lui proposer? Est-ce que c'est lui qui n'y arrivait plus et ça s'est fait plutôt naturellement que tu travailles avec lui? Comment ça s'est Alors, passé? c'est une très bonne question et en fait, c'est très simple. C'est moi qui ai pris les devants. J'ai dit: «En fait, stop.
comme je t'ai dit, j'en ai marre d'entendre certaines choses, j'en ai marre de voir certaines situations et depuis des années déjà, depuis que j'ai 15 16 ans, hem, concrètement, j'ai vu des choses qu'un enfant de 15 16 ans ne doit pas voir. Comme quoi, par exemple? Des recommandés où on demande 5 000 €. Comment tu payes pourquoi il paye 5 000 €? Pourquoi on demande 5 000 € à mon père? Et voir mon père dans des situations, dans lesquelles un enfant, un fils, n'a pas envie de voir son père et hormis ce côté-là, parce que j'étais et je suis toujours un grand enfant, j'ai voulu en fait me démener et régler ces problèmes. Donc c'est venu naturellement en fait. J'ai dit: «Stop, j'en ai marre d'entendre ça». Lui, je sais qu'il peut pas le gérer parce que quand tu es artisan, quand tu es entrepreneur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pas Mmh. parce que tu ne sais pas le faire, pas parce que tu ne veux pas le faire, parce que c'est pas ton rôle. Et c'est ce que je mets en avant et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Parce que quand tu as été habitué à bosser tout seul pendant plus de 30 ans, venir et changer du jour au lendemain, Mmh. à l'âge qu'il a, c'est pas chose faite. Donc lui faire comprendre qu'il devait déléguer certaines choses, qu'il devait arrêter de se concentrer sur certaines choses Mmh. et que simplement j'étais là, moi. J'étais là pour l'épauler, pour lui dire: «Papa, t'inquiète, ça je m'en occupe, ça c'est bon, ça c'est réglé». Mmh. Et déjà dans sa tête, je le vois, ça fait, 3 4 5 mois qu'on bosse et il y a déjà énormément de changements. Tu penses que c'est quoi le plus gros point de blocage pour lui, pour s'ouvrir à toi, à un associé ou à une personne à qui déléguer? C'est accepter que qu'on puisse l'aider, en fait, que quelqu'un puisse régler ça pour lui. Parce que ça fait 37 ans qu'il bosse, ça fera 37 ans bientôt qu'il bosse et toute sa vie, il a été mal accompagné et très mal conseillé. Parce que dans les situations dans lesquelles il se retrouve, c'est pas possible. Avec la charge de travail qu'il a, avec le temps de travail qu'il a, il bosse 12 13 14 heures par jour. Mmh. Comment à la fin du mois, le frigo, ça arrive qu'il soit vide? C'est pas possible. Et moi, c'est sur ça que je me suis penché, en fait. Comment ça se fait que mon père, il travaille autant et il y a toujours autant de problèmes? Mmh. Donc je suis allé à la source, j'ai mis entre guillemets «les mains dans le seau» et j'ai sorti la tête de l'eau Ah, et c'est c'est ce que je fais tous les jours, en fait. mmh. Je rencontre du monde, j'essaye de développer du réseau, de me faire mon propre réseau à moi, qui me favorite à moi, qui me mette en avant à moi. Mais si ça me met en avant à moi, ça le met automatiquement en avant à lui. Mmh. Ouais, carrément. En commençant par, tout le travail que tu fais sur LinkedIn pour, son entreprise. Je pense qu'il y a certains posts que j'ai vus là pour le LinkedIn, de DPP, l'entreprise de ton père, qui ont, explosé, qui t'ont ramené des prospects, qui ont ramené des clients à ton père, des devis et ça, bah, il pouvait pas le faire ou il le faisait pas du tout, j'imagine, parce que LinkedIn, pour beaucoup d'artisans comme lui de sa génération, c'est pas Ça utile, n'existe ça pas. n'existe même pas. Ça n'existe pas. Il avait alors pour parler de LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est grâce à ça que j'en suis là. Mmh. C'est grâce à LinkedIn concrètement que je suis là aujourd'hui. Je me suis mis moi à la base, pour parler de mon parcours, je vais revenir sur ce que j'ai fait pour mon père. Mais, pour parler de ça, j'avais LinkedIn et LinkedIn, on le voit à mon âge et même les gens en général comme, l'application qu'on a mais qui ne sert à rien en Mmh. fait. Et en août, je me suis dit: «Et si je me mettais sur LinkedIn, qu'est-ce que ça changerait?» Mmh. Donc mon ancien patron, Franck, il m'avait envoyé, plein de chartes pour trouver du travail, pour trouver des solutions. Donc j'ai vu Eventbrite, j'ai accédé à des événements avec Eventbrite, qui est une super appli d'ailleurs et je me suis mis sur LinkedIn. J'ai commencé à juste à faire mon profil, rien que faire mon profil, me mettre en avant, Mmh. mettre une bio, une description, ça fait déjà une différence et de là, au mois d'août, début août ou fin août, non fin août, j'ai participé à un 1er événement où j'ai rencontré 2 3 personnes très intéressantes et ça m'a permis de voir, premièrement en fait, j'étais pas tout seul. Mmh. Qu'en France et à Toulouse particulièrement, il y a quelqu'un qui pense comme moi. Que je suis pas le seul dans ma tête, en fait. Que les idées que j'ai, elles vont à d'autres et elles conviennent à d'autres. Parce qu'on est en France, l'entrepreneuriat, c'est pas la chose la plus accessible, c'est pas un dû et quand tu vois, tu t'introduis avec des gens qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui sont sur la même longueur d'onde, en fait, Ouais. bah, tu as envie d'avancer, tu as envie de travailler et tu as envie de faire plus. Surtout quand ils ont 20 30 ans de plus que toi des fois, parce que je suis très jeune. Quand tu rencontres des gens qui ont 40 50 60 ans et qui te disent: «Ce que tu fais, c'est super, ce que tu fais avec ton père, c'est super», Mmh. ça fait la différence et là où ça a fait une différence, c'est que j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient, un œil, avisé sur ce que faisait mon père. Il a fallu que j'attende d'avoir 19 ans pour entendre des gens qui me disent:
ce que ton père il fait, c'est super. On Mmh. veut travailler avec lui, on veut le rencontrer, on veut te rencontrer à toi. Et toute ma vie, j'ai entendu autour de moi, ton père, il fait pas ci, il fait pas ça, il a pas bien fait ci. Mais comme je disais au début, regardez ce qu'il a fait aussi. Mmh. Pour ne citer que ça, il a travaillé avec la mairie de Toulouse. Il a fait plus de 18 000 plaques de rue. Donc, il a servi la ville. Il a fait aussi le design pour la Croix du Languedoc sur la place du Capitole. Donc, entre guillemets, c'est un rien, mais c'est déjà à noter. Mmh. Parmi tout ce qu'il a pu faire, hormis que ce soit pour moi ou pour les gens en général, que ce soit perso ou pro, mon père, il a toujours aidé, il a toujours accompagné, mais personne, lui, l'a accompagné, lui, l'a aidé comme lui, il l'a fait, en fait. Mmh. Et moi, je veux lui rendre cette reconnaissance-là de dire, OK, je travaille avec mon père, mais je suis là pour aider mon père. Je suis pas là pour engrosser mon père, je suis pas là pour lui prendre de l'argent ou pour, entre guillemets, me verser un salaire, Mmh. faire, avoir mes intérêts. Je fais passer mon intérêt que j'ai avec lui en tant que fils pour lui dire, «Soulage-toi de ça, en fait. Mmh. Ça, laisse tomber et occupe-toi de ce que tu sais faire». Mmh. Parce que les gens, il est rentré dans une phase où il a perdu le goût du travail à cause des gens, en fait. Mmh. Le dégoût de travailler, de faire certaines choses qu'il aime parce que les gens l'ont dégoûté, tu vois? Comme quoi, par exemple, La peinture. À la ouais. base, mon père, il peint, il dessine depuis qu'il est jeune. Ma sœur, c'est pareil. On a 2 artistes peintres à la maison Mmh. et ils l'ont dégoûté de peindre. Il a pas peint depuis peut-être 15 ou 20 ans. Alors qu'à la base, il adore ça et en plus, il est bon dans ce qu'il fait. Mmh. Donc c'est encore plus regrettable et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de mettre en avant ce dont il est capable et ce qu'il aimerait faire. Parce qu'il y a des chantiers, on fait des chantiers pour mettre à manger dans l'assiette, pas parce qu'on a envie Mmh. et on a plus inversé la tendance là-dessus que ce sur quoi il aime à la base, ce pourquoi il aime son métier à la base. Mmh. D'accord, ouais, et tu as des exemples, de peintures, qu'il a réalisées là récemment ou pas du tout? Où il a vraiment arrêté là? J'ai Est-ce un qu'il a repris depuis 15 ans là? Pour citer, une peinture qu'il a faite, que c'est mon grand-père qui m'en avait parlé, il a Ouais. peint le petit déjeuner en canotier de Renoir OK. et il était affiché dans un bar et il a peint ce tableau-là et déjà quand tu vois le tableau, pour ceux qui connaissent un peu l'artisanat et La l'art peinture? l'art. L'art? Ouais, l'art. Pour ceux qui connaissent l'art en général, les gens, ils savent ce que c'est, quoi. Et depuis, il a arrêté quoi? C'est ce que tu disais, il s Depuis concrètement, peut-être qu'après il a fait d'autres choses, il a peint énormément de choses, mais là aujourd'hui ouais. je vais pas le voir peindre, Mmh. dans l'atelier. Mmh. Alors qu'à la base, c'est pour ça, à la base, c'est un dessinateur. Il dessine, il Ouais. peint, il reproduit et il kiffe ce qu'il fait. Mmh. Mais ça, c'est fini Ouais. parce que il faut nourrir les gosses. Ouais. Moi, il faut régler les problèmes à la maison, il faut régler les problèmes au travail. Donc il va peindre, c'est un luxe. Mmh. Ça serait un luxe aujourd'hui pour lui de peindre et Mmh. moi, je veux qu'il puisse se permettre ce luxe, en fait. Mmh. Dire: «Allez vous faire foutre», concrètement et moi je peins, en fait. Parce que j'ai envie, il y a personne qui va m'empêcher de peindre. Mmh. Et pourquoi c'est important pour toi, d'aider ton père aujourd'hui, au-delà de toutes les raisons que tu as évoquées, parce que tu aurais pu abandonner plein de fois en fait, Simplement parce que, je sais qu'il y a que moi qui peux l'aider. Il y a que moi, entre guillemets, qui peut réussir où tout le monde a échoué. Parce que l'aider, c'est pas chose faite. Il est pas facile à manier. Mais, je sais que chez la résilience, je le vois déjà que rien que sur son visage, je vois qu'il y a certaines choses qui ont changé, il y a certaines humeurs, il y a certaines choses qui vont mieux et le simple fait de l'accompagner. Mmh. Et pourquoi surtout l'aider? Pourquoi l'aider? Simplement parce qu'il m'a tout donné, en fait et pour moi, c'est naturel, je vais pas laisser celui qui m'a fait entre guillemets, qui m'a construit, le laisser, mourir en fait. Mmh. Le laisser, se faire tuer par, des gens qui ne se soucient même pas de ce qu'il est, sur le plan humain, sur la personne qu'il est. C'est juste, on lui amène ça, il fait et c'est tout, quoi. Mmh. Et OK. ça, c'est pas possible pour moi. De voir certaines choses, d'entendre certaines choses, savoir qu'il y a des gens qui parlent comme ça en fait, qui se permettent de faire certaines choses, heu, se permettent, certains luxes avec mon père, mais c'est pas possible. C'est plus Comme possible. comme quoi par exemple, Mais du manque de respect en Mmh. fait. Il y a pas de reconnaissance envers ce qu'il fait, il y a pas de reconnaissance sur, le fait qu'il ait une vie en fait. C'est travail, travail et peut-être que et Mmh. ça, c'est plus possible. Et Tolérer certaines choses, il tolère certaines choses que moi je vois, parce que lui, pour lui, c'est la norme en fait. Il a vécu comme ça sur 15 20 ans. Donc pour lui, certaines choses, c'est logique
Et moi, je suis à l'extérieur et on est tous à l'extérieur. Mmh. Même les gens avec qui je travaille aujourd'hui au sein de l'entreprise le voient. Ils disent, «C'est plus possible». Mmh. Et petit à petit, j'arrive à lui faire ouvrir les yeux sur certaines choses, sur ce qui est bon, sur les gens qui sont bons pour lui, sur ce qui est bon pour lui, sans chercher à le manipuler. Lui faire comprendre que moi, je vois ça et que, OK, peut-être que tu penses que aujourd'hui ça sert à rien, ça marche pas, nanana, mais tu verras dans 3 mois. Et j'ai cette vision-là, entre guillemets, cette vision, entrepreneuriale de dire, «OK, moi, je fais ça. Toi, pour l'instant, tu sais pas à quoi ça sert, tu comprends pas pourquoi, mais fais-moi confiance. T'inquiète, Mmh. dans 3 mois, tu verras les résultats». Mmh. Et ça fait 3 mois et aujourd'hui, on voit les résultats. C'est que le début. Et parlons de l'entreprise justement, décoration, peinture, publicité. Quels sont les projets à venir? Quels sont les futurs clients? Qu'est-ce qui te fait kiffer là, tous les matins quand tu bosses avec lui? Déjà, voilà, les projets à venir pour DPP, les projets en cours. Le projet à développer, c'est développer la structure, commencer concrètement à régler les problèmes avant de se concentrer sur de nouveaux problèmes. Quand OK. je parle de nouveaux problèmes, c'est des nouveaux clients. Donc c'est vu que c'est nouveau, c'est du temps que je vais devoir passer à traiter avec eux, qu'on va devoir passer à traiter avec eux. Je trouve déjà des nouveaux clients par, le biais de mes relations, par le réseau que je crée, mais c'est pas ce que je mets en avant aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes plus gros et qui comptent plus avant de passer à autre chose sur de nouvelles choses. Faire une chose à la fois, ne pas s'éparpiller parce qu'il s'est beaucoup éparpillé Mmh. et au bout d'un moment, en fait, t'es lésé parce que tu sais plus ce que tu dois faire, comment le faire et au final, c'est juste des problèmes Mmh. qui s'accumulent. Mmh. Donc, je dirais à terme, c'est de régler ces problèmes-là. C'est des problèmes administratifs, c'est des problèmes sociaux et ensuite de développer la boîte, d'organiser la boîte à faire en fonction qu'ils bossent moins, mais qu'ils gagnent plus. La Mmh. loi de Pareto 80-20, bosser moins pour gagner plus. Mmh. Donc optimiser ça, organiser ça pour que lui, il ait moins de charge de travail, mais que quand il travaille, il fasse de jolis chantiers, il fasse des choses qui lui plaisent, qui sont agréables à faire, parce que c'est un métier qui est très agréable, c'est un métier de patience, donc il faut passer du temps et faire en sorte que ce soit valorisé à sa juste valeur. Qu'on valorise le travail de mon père, qu'on le valorise à lui pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a pas fait ou ce qu'il a pas dit. Mmh. Et ça serait qui le client idéal là, actuellement de ton père, par exemple? Quel profil, juste pour que je comprenne bien son offre? Alors c'est pas évident à répondre, hein, parce que il n'a pas qu'un seul produit. Il fait de la décoration, j'imagine qu'il fait des façades, des logos. En fait, c'est du cas par cas, donc Ouais. il y a pas de, il y a pas de, de client idéal. Le client idéal, c'est les grosses structures Mmh. qui vont faire de la récurrence. Aujourd'hui, la plupart il a pas beaucoup de clients, il en a 4, mais c'est récurrent. Donc ça tombe et tous les jours, il a du travail. Mais lui, il a mis peut-être, 10, 15, 20 ans avant de trouver ces clients-là, avant de pouvoir avoir de la récurrence, créer de la récurrence. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est créer de la récurrence aussi parce que en tant qu'artisan, c'est du cas par cas, donc c'est des chantiers uniques, mais c'est récurrent, donc ça tombe peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais le but, c'est vraiment de créer des chantiers uniques, de faire des pièces uniques, donc même faire, relancer les appels d'offres. Je vais prendre un commercial, il y a un commercial qui va arriver. Aussi là, ça on en parlera après, mais, la boîte est en développement, c'est moi qui gère le développement. On a pris une assistante que je salue, qui fait un taf énorme, qui m'aide et qui m'accompagne à moi et qui me fait gagner du temps. Donc si moi je gagne du temps, lui il gagne déjà énormément de temps et je suis en train de développer la boîte à ce niveau-là pour pouvoir concentrer quelqu'un sur cette partie-là. Le commerce, trouver de nouveaux clients, optimiser ça et m'accompagner à ça. Parce que moi, à la base, avant de chercher les impayés, de régler les problèmes, je voulais agir dans la société en tant que commercial. Et oui. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est tout sauf du commerce. Et j'ai trouvé un moyen optimal de faire du commerce, et ça en revient à LinkedIn, à la question de base, c'est me mettre sur LinkedIn. Et je me suis posé une question très simple, et c'est une question qui m'a permis d'avancer très rapidement. Qu'est-ce que je ne fais pas? Parce que pour moi, j'estime que, heu, toutes les choses que je n'ai pas sont dans ce que je ne fais pas. Mmh. Au mois de septembre, début septembre, qu'est-ce que je faisais pas? J'allais pas à des événements et j'avais pas une présence en ligne sur LinkedIn. Donc début septembre, j'ai commencé, fin août, j'ai fait mon premier événement où j'ai rencontré certaines personnes. Ça m'a plu directement parce que j'adore le contact humain. Mmh. On est là, j'adore discuter avec des gens qui ont les mêmes similarités, qui ont les mêmes sujets de conversation que moi et même ceux qui n'ont pas les mêmes sujets de conversation que moi. Et j'ai commencé à faire du réseau, en fait, tout simplement. Me déplacer, aller à des événements, sortir de ma zone de confort. Mmh. Rencontrer des gens qui sont peut-être plus vieux, ça peut faire peur au début parce que,
Heu, j'ai 19 ans, je suis un enfant. Quand on me voit arriver dans un groupe où il y a 10 personnes, la moyenne d'âge, c'est 30, 35 ans ou 40 ans, ça fait ça fait un choc. Mais les gens, quand ils m'entendent parler, ils savent que j'ai 19 ans parce que je le mets en avant, Mmh. mais ils savent avec qui ils traitent. Et c'est ça qui a fait la différence. J'ai fait beaucoup de réseaux. J'ai accédé à beaucoup d'opportunités. J'ai créé beaucoup d'opportunités par, le simple fait d'être présent, en fait, Mmh. d'être là où je n'étais pas. Ouais, donc ça, Et c'est ouais, ça a débloqué énormément de choses. ouais. Et tu continues à le faire régulièrement alors, d'aller dans des événements, j'imagine, tu arrives à te libérer du temps, chaque semaine, quasiment, c'est ça? Une fois par semaine, sur des événements à Toulouse? Exactement, à Mmh. Toulouse, on a d'ailleurs à Toulouse, on a, et ça m'a étonné quand j'ai commencé parce que c'est ce que j'ai senti directement. À Toulouse, on a un monde entrepreneurial qui est fou. On a de grandes sociétés, on a des Ouais. gens qui veulent bosser, on a des gens qui ont des idées. Il faut mettre en avant, ce qui se passe à Toulouse. On est une des plus grandes villes de France, on est Mmh. dans le top 3, je pense. Et il faut mettre en avant ce qui se passe à Toulouse. Pareil avec ton studio de podcast, c'est Ouais, une idée géniale parce que ça met en avant ce qui se passe ouais. à Toulouse, Moi, c'était le les but, hein. entrepreneurs. Le but premier, c'est que tous les entrepreneurs toulousains qui veulent créer du contenu professionnel n'aillent pas sur Paris, tu vois? Qu'ils aient un endroit sur Toulouse, alors il y a d'autres studios à Toulouse, mais qui sont pas vraiment spécialisés dans le podcast et les interviews comme on fait ici. Tu as des studios qui font de la vidéo, tu as des studios qui font de la photo aussi, tu sais, avec un fond vert et tout. Moi, je voulais vraiment que ça soit le studio podcast et création de contenu professionnel pour, les artisans, les commerçants toulousains à travers le format interview qu'on est en train de faire tous les 2 par exemple, tu vois? Et je sais qu'il y a un énorme potentiel sur Toulouse. Il y a plein de gens qui savent pas encore qu'on existe, la Voûte Studio. De plus en plus, heureusement, depuis 1 an que j'ai lancé l'entreprise, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, j'ai la même vision que toi de développer Toulouse à fond parce que la troisième ville de France, a un potentiel énorme. C'est ça que je veux mettre en avant parce qu'aujourd'hui, je fais ce podcast avec toi, pas parce que tu as, un endroit où faire un podcast à Toulouse, mais parce que on a les mêmes valeurs, on a les Mmh. mêmes ambitions et on veut développer ça. Et il y a un côté humain où on a les mêmes intérêts. Faire croître Ouais, les entrepreneurs toulousains et donner la visibilité à des gens qui en valent la peine. c'est Tu vas ça. aller faire un podcast à Paris, le mec, dans 3 semaines, il aura oublié qui tu. Mmh. Là, on se connaît, demain, on va échanger. Demain, je vais t'envoyer un message. Ce qui ne serait pas le cas, il y a une relation humain avant le professionnel Mmh. et pour moi, c'est ça qui compte et c'est ça que j'essaie de développer et c'est pour ça que je fais du réseau et pour ça que, je fais rentrer de nouveaux chantiers, de nouveaux clients dans la société. Mmh. Parce que j'arrive à mettre en avant ce côté-là et faire comprendre aux gens que on va bosser ensemble parce que toi, tu es une bonne personne et que j'ai envie de bosser avec toi. Mmh. Pas parce que je vais gagner de l'argent ou que, j'ai un intérêt, Mmh. financier ou un Ouais, matériel. ouais. C'est Immatériel. c'est très juste ce que tu dis, c'est Toulouse, ça reste quand même une ville à taille humaine où plus ou moins toutes les entreprises se connaissent, les entreprises du même secteur se connaissent et comme tu dis, nous, on se reverra sur des événements. C'est d'ailleurs bizarre qu'on se soit pas déjà rencontrés, mais ça va venir. Enfin, tu vois, sur des événements en dehors, du studio. Je crois que c'est Philippe qui t'a recommandé de venir au studio. Philippe, c'est une personne qu'on avait interviewée ici. Je connais à la base, la première personne que j'ai rencontrée, il m'avait déjà parlé de toi en septembre. Ouais, c'était Loan, c'est ça? C'était Loan. Ouais. J'ai rencontré Loan, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Lui, il a le même âge que moi, concrètement, on a 2 3 ans Ouais, d'écart. c'est Il ça. m'avait dit d'ailleurs: «Pourquoi tu ferais pas un podcast?» Mmh. Je connais la voûte et tout, il m'avait parlé. Je disais: «Mais enfin, j'ai pas d'intérêt aujourd'hui à faire un podcast, qu'est-ce que j'ai à dire?» Et Mmh. aujourd'hui, je suis légitime de dire que c'est grâce à cette personne que je te connais avant, que je connais la voûte Mmh. et que maintenant je connais, toi, en fait, que je te connais à Ouais. toi. Et avec Loan, bah, pour info, on continue à bosser ensemble. Lui, il fait beaucoup d'ads, mise en place de publicité, méta, pour certains clients du studio aussi. Donc, tu vois, on a une belle synergie avec Loan et peut-être avec toi dans le futur, avec certaines personnes qui feront appel, certaines entreprises appellent, au service de ton papa, décoration, peinture, publicité, par exemple. Mais, et ce que tu as dit aussi sur, les expertises, des artisans, des entreprises, elle est très vraie. C'est-à-dire que moi, j'adore au studio interviewer des professionnels qui ont une vraie expertise, pardon. Peut-être que ton père, il aura l'occasion de venir un jour au studio, j'en sais rien. Mais, la dernière fois, j'ai interviewé, un agent immobilier.
Ça fait plus de 15 ans qu'il est, dans le domaine de David, l'immobilier. Non, c'est, c'est Maxime. Maxime, ouais, je le connais aussi. Maxime de l'agence du Thor. Je sais Je le pas connais. si tu vois? J'ai déjà discuté avec lui, c'est une Voilà, super c'est personne c'est aussi. super, exactement et ces personnes-là, ce ne sont pas des coquilles vides. Ce sont des gens, mais qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, et qui ont besoin d'être accompagnés sur, la communication tout simplement parce que comme tu dis, ton père par exemple, son expertise, c'est pas le marketing, c'est pas LinkedIn, c'est pas la comptabilité et chacun doit être dans sa zone, de compétence et c'est ça qui est beau avec, moi ce que j'apporte au studio, avec toi ce que tu apportes à ton père, c'est que On se donne la main en fait, on on apporte ouais. une plus-value avant de travailler ensemble. C'est ça et après, c'est pas évident de déléguer aussi, hein, quand tu es tout souvent à la limite, un entrepreneur tout seul, il est souvent à la limite de déléguer, ça lui coûte un peu plus cher. Est-ce qu'il y aura le retour sur investissement ou pas? Moi, je pense que la question, c'est juste dans la confiance. À qui tu délègues? C'est toujours à qui? Mais ça a Qui été tu es, à qui tu vends, à qui tu délègues et voilà, faut trouver ça a les bonnes été personnes. ça a été le gros problème concrètement parce que il a délégué, il a voulu donner certaines tâches à certaines personnes Mmh. et ces gens-là lui ont pas rendu ou quand ils lui ont rendu, ils lui Mmh. ont craché dessus et ça l'a plus desservi qu'autre chose en Mmh fait. mh. Aujourd'hui, moi, j'ai la vision et je peux dire que ce que j'ai fait, personne ne peut le faire. Mmh. Personne ne peut le faire comme moi parce que personne ne peut accompagner mon père comme je le fais. Lui dire, lui parler comme je lui parle, lui dire des fois, «Là, il faut le faire. Mmh. Là, ça, il faut le faire». Parce qu'il y a des gens, ce que je fais, ils ont essayé de le faire. Que ce soit autour de moi, que ce soit n'importe qui, ils ont essayé. Mais ils se sont arrêtés, avant même de recommencer. Mmh. Et moi, j'ai pris des claques dans la gueule, il m'a mis des claques dans la gueule, «Ça, on va pas le faire, ça et je l'ai fait, j'ai arrêté, j'ai fait dans mon coin et après quand il a vu les résultats, il a compris. Mmh. C'est Grave. pour ça qu'aujourd'hui, je suis légitime, par rapport à lui parce que la confiance, je l'ai acquise dans le sens où je lui ai montré. Mmh. Quand il m'a dit: «Non, ça, on va pas le faire», je l'ai fait dans mon coin. J'ai dit: «OK, tu veux pas le faire? On va pas le faire». J'ai fait dans mon coin, j'ai avancé et maintenant, sans même qu'il s'en rende compte, il y a des choses qui ont changé. Parce que j'ai fait les choses comme j'en avais envie. J'ai pris les devants et c'est de ça qu'il avait besoin. Quelqu'un qui qu'on arrête de lui dire, Mmh. qu'on fasse. On met des solutions, les Ouais. solutions, les idées, on peut les donner, c'est bien de parler, mais au bout d'un moment, il faut faire Mmh. et à trop parler, On perd de l'énergie inutilement, quoi. comme le disait Albert Muller, c'est quelqu'un qui parlait de ça, le bavardage épuise le dynamisme. Mmh. Donc, quand tu parles de tes projets et ça, je m'en suis rendu compte, c'est psychologique. Quand tu parles de tes projets à quelqu'un, t'en parles parce que tu es joyeux, tu es content, c'est positif. Mais, le moment où t'en parles, en fait, l'énergie que tu transmets à travers ça, c'est une énergie que tu transmets pas à travers les actions que tu devrais mettre en place Mmh. pour réaliser et accomplir ce projet en question. Mmh. Et C'est des clair. fois, c'est des trucs tout bêtes, mais tu te sautes des opportunités, tu te fausses toi-même parce que tu parles trop. Mmh. Donc des fois, il faut juste se taire, tu fais dans ton coin et après tu verras si ça marche. Tu as un exemple de ça justement où, toi personnellement, un moment où tu parlais trop et tu t'en es rendu compte ou? Ouais. Et même des fois, le simple fait de parler, de trop en parler, les choses se font pas. Dire, c'est des exemples de la vie. Tu dis qu'il y a des imprévus qui tombent. Tu dis que mardi, tu vas aller voir une fille, heu, jeudi, cette fille-là, tu as plus envie de la voir, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça qui s'est passé Mmh. et parce que tu l'as dit, si tu avais fermé ta bouche, peut-être que et ça change à ce niveau-là, justement parce que tu parles, en fait. Tu ouvres ta bouche pour rien dire des fois. Ouais, Pourquoi tu gardes pas les choses pour toi? totalement Et les d'accord. gens aussi et d'un point de vue humain, les gens ne veulent pas t'aider aussi. Il y a des gens, tu leur parles de ce que tu veux faire, de ce que tu veux mettre en place, les gens te descendent Mmh. et quoi que tu fasses, les gens, ils vont parler, ils vont te dire: «C'est pas bien, c'est pas mieux, c'est pas ci» et quand tu t'adonnes à ça, que tu commences à écouter les gens, tu fais plus rien et mon père, c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui, entre guillemets, parce que à force d'écouter les gens, au bout d'un moment, tu entends les gens parler, tu commences à les écouter et tu commences à prendre en compte ce qu'ils disent. Donc toi, ça te touche. Mmh. Quoi qu'on dise, l'humain, il est touché, il a un ego, il est touché et et au final, tu fais plus rien parce que lui, il a dit que c'était pas assez bien. Ouais, C alors que souvent ce sont des gens qui n'ont pas fait, grand-chose. Il faut regarder les réalisations. il faut Heu, il faut regarder ce qu'ils ont fait et même, ces mêmes gens-là, ces personnes qui te disent ça, qui te descendent dans ce que tu fais, eux, toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Parce que, la plupart des gens qui parlent, la plupart des gens qui te donnent des conseils, eux-mêmes, ils ont même pas fait le quart de ce que tu as fait et ils sont même pas passés par le quart des événements que c'est tu clair. pu traverser. Des crises, des chutes, des problèmes à répétition, des trucs où tu penses que tu vas jamais sortir, et au final, t'en sors, mais t'étais tout seul dans ces moments-là. Mmh. Donc comment toi, t'es légitime de dire que moi, j'ai pas bien fait ça? T'étais pas avec moi quand j'ai galéré, Mmh. quand C'est assez marrant, ouais.
c'est assez marrant comme les gens sont capables de donner des conseils sur tout et n'importe quoi. C'est clair. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais une appréhension où je me disais, «Qu'est-ce que vont dire les gens? Est-ce que les gens ils vont» je m'attendais entre guillemets à me défendre, à parer les coups, que si un il me dit un truc, je suis prêt à lui répondre. Et au final, des fois en fait et c'est ça aussi surtout que j'ai compris, les gens ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Des fois que tu te dis: «Ouais, est-ce que lui va me regarder? Est-ce qu'elle, elle va me regarder?» Au final, il en a rien à foutre. Mmh. Et ça fait toute la différence parce que tu t'attends à ce que les projecteurs soient sur toi, que les lumières soient sur toi, que lui, il parle de toi. Alors oui, pour le coup, il parle de toi, mais il va jamais te le dire en face. Ouais, Aujourd'hui, on est dans il y a c'est ça. internet, les gens, ils vont dire à X que toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ou t'as pas bien fait ça, que Mmh. tu t'es pas tenu par rapport à tes promesses. C'est pour ça aussi qu'il faut pas parler, parce que si tu parles d'un projet à quelqu'un et qu'il se réalise pas, tu passes pour un con. Mmh. Et tu t'attends à ce que les gens parlent et quand les gens parlent pas, tu es déçu parce que tu le pensais, tu t'attendais à et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris, il faut s'attendre à rien, en fait. Il faut ne rien attendre de personne. Mmh. Moins t'en attends, moins tu déçu et c'est véridique. Moi, j'ai une règle, c'est une règle fondamentale, je suis le propre responsable de ma vie. Si aujourd'hui, je suis passé par toutes ces étapes-là, c'est parce que d'un, je l'ai mérité, que ce soit négatif. Si c'est négatif, ça veut dire que ce mal que j'ai reçu, je l'ai donné à quelqu'un d'autre avant. Donc, c'est de ma faute, entre guillemets, si cette personne-là, elle m'a fait du mal. Si ce client-là, il m'a pas payé, ça, c'est d'un point de vue plus social et relationnel. Mais si cette personne, elle m'a fait quelque chose de mal, c'est que moi, avant, j'ai fait quelque chose qui a fait que je mérite que cette personne me fasse du mal. C'est une leçon, en fait. Rien n'arrive au hasard et tout est logique, en fait. Tout est légitime. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, il faut se préparer à recevoir le mal. Et inversement. Mmh. Et ça te vient d'où ça, cette, réflexion-là? C'est des déceptions, entre guillemets «amoureuses» où je me suis rendu compte que, je me suis remis en question, en fait. De me dire, «Pourquoi cette personne, elle m'a fait ça alors que moi j'étais gentil avec elle?» Et quand tu regardes, 6 mois avant, tu as donné le même traitement à une autre personne, Mmh. que la personne en face elle te l'a rendu, en fait. C'est l'air de dire: «Tiens, ça c'est ce que tu as fait à X, il y a 6 mois, il y a 1 an». Allez. Donc tout ce que tu fais, toutes tes actions, heu, tôt ou tard, ça te revient. Le bien comme le mal. Donc c'est pour ça que je mets en avant le fait de faire le bien, en fait. Mmh. De Moi, je vais jamais essayer de niquer quelqu'un, de faire du tort, de causer du tort à quelqu'un parce que j'ai compris que quoi que je dise, quoi que je fasse, ça va me retomber dessus. Pas parce que toi tu le décides, mais parce que moi-même je sais que ça va me retomber dessus par mes propres tracas. Mmh. Le retour de karma ou le retour de Le retour du bâton, en bâton. fait, tout simplement. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte sur une des dernières relations que j'ai eues. Heu, Mettre en évidence que, moi-même je me suis fait, j'ai laissé cette personne me faire du mal en fait, rentrer dans ma vie et accéder à certaines choses. Donc c'est pas elle qui est rentrée d'elle-même, c'est moi qui ai laissé la porte ouverte et qui était à l'encontre de certaines limites que j'aurais dû fixer. Dire: «Là, stop». Des fois, il faut dire stop, des fois, il faut dire non et quand tu dis pas non, trop souvent quand tu dis oui aux autres, c'est tu Mmh. te dis non à toi-même en fait Mmh. et au final, ça fait des dégâts qui sont des fois, irréparables. Parce qu'aujourd'hui, la confiance, la loyauté, c'est quelque chose qui est moindre. Les gens, sont très peu loyaux, heu, les gens te donnent très peu de confiance et tu te méfies de tout le monde, sans réellement savoir à qui tu as affaire et ça crée du tort parce que tu te méfies, mais tu te fais du mal. Mmh. Pourquoi je me méfierais de toi alors que la seule personne dont je dois me méfier, c'est moi, en fait? À quoi je peux te laisser accéder? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te laisser faire? Et c'est ça, en fait. J'ai la responsabilité de dire: «Tu aucun contrôle sur ma vie, je te laisse aucune porte ouverte, donc en fait, je te laisserai pas me faire du mal par mes propres actions, me manipuler comme ça, en fait». La Mmh. manipulation, elle se fait comme ça. Mmh. Carrément. Et ça amène à une, 2e, piste de discussion où tu parlais du regard des autres. Donc que tu t'attends à être sous les feux des projecteurs alors que pas forcément. Et ça, c'est, bon, on le comprend assez vite au final et tant mieux, hein, on n'est pas le centre du monde, C'est heureusement. aussi, c'est dicté par, le fait qu'on soit dans une économie de l'attention. Ouais, Aujourd'hui, tu as clairement. accès à tout le monde te regarde, tout le monde Enfin, tu t'attends tu penses que toi-même tout le monde te regarde, mais au final, exactement pas et forcément. tu Et t'attends à ce que tout le monde te regarde. les gens ont leur vie, ont leurs problèmes et ils s'intéressent pas forcément à ce que tu fais non plus, quoi. Pour aller encore plus loin, qu'est-ce que tout au ce parcours-là, tu vois, l'entreprise avec ton père, le fait de t'exposer un peu, auprès de ton entourage, heu, est-ce que tu as appris, des choses que tu connaissais pas sur toi? Si tu devais retenir une ou 2 leçons, un ou 2 apprentissages,
sur la connaissance de toi là, que tu as eu au fil des dernières années, ça serait quoi? Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de limite et que même l'humain en général n'avait pas de limite, sauf celle qui s'impose. Si demain j'ai envie d'ouvrir un studio de podcast, qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire? Une banque, OK, une banque, je peux en trouver une autre. Un bâtiment, un local, je peux en trouver un autre. Mais si je me mets à 100, je m'investis à 100, je mets 100 de mon énergie dans A. Pourquoi A ne fonctionnerait pas, en fait? Mmh. C'est On s'impose des limites, des fois on a perdu avant même de commencer parce que on s'impose nos propres limites en disant: «Ouais, mais je peux pas le faire, je vais pas le faire, je suis pas capable de le faire». Non! Pourquoi t'es pas capable de le faire? T'as même pas essayé. T'as même pas eu le temps Mmh. d'essayer, de tomber et de recommencer. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai essayé, pas parce que j'ai recommencé ou que je suis résilient, mais parce que je le veux en fait. J'ai voulu. Donc j'ai accepté de passer par, des semaines de chaos, des semaines de pluie intense, des traversées de l'enfer en fait, où plus tu avances, plus tu as de chances d'accéder. Et on m'a proposé certaines opportunités dernièrement et j'ai pas envie de me mettre sur ces opportunités, simplement parce que j'ai déjà investi trop de temps dans une compétence que je suis en train de maximiser Mmh. et recommencer ailleurs, ce serait, laisser tomber tout ce dont j'ai traversé, en fait. Mmh. Faut pas se disperser trop et changer de domaine, tous les 3 mois non plus. Là, je pense que tu as juste besoin de continuer avec ton père, de développer, son entreprise et d'être un peu patient sur les résultats qui vont arriver. Et c'est quoi le deuxième apprentissage alors? Donc là, il y en avait un premier. La deuxième chose qui m'a marqué concrètement, c'est ce dont on parlait, le fait que tout ce que tu fais va te revenir. Er Donc plus tes actions sont bonnes, plus tu as de chances, d'avoir du bon, en fait. Et même c'est pour toi, en fait, c'est pour l'humain que tu es, c'est pas pour les autres. Faut pas être bon pour les autres. Il faut faire les choses avec amour. Vivre, on est être d'amour, on est être de chair et d'amour, en fait. On a été conçu comme ça, on est conçu comme ça. Et il faut avoir, il faut être bon, il faut être juste. Pas être méchant, pas être mauvais, mais être juste. Si quelqu'un est comme ça, il faut se défendre, Mmh. mais on peut pas répondre au mal par le mal, parce que ça engendre du mal. Il y a un tas de films, il y a un tas de situations qui le prouvent. Il y a un très bon exemple, c'est un film que j'ai vu dernièrement, c'est, American Story X. Tu comprends que la haine engendre la haine, en fait, et que c'est pas une finalité parce qu'à la fin, soit on meurt, soit on va en prison. Mmh. Donc ça ne mène à rien et juste en fait d'agir, avec amour, avec justesse et avec gentillesse en fait, avec le sourire. Mmh. Carrément. C'est pas facile tous les jours, mais Non. c'est un muscle qu'on peut entraîner aussi, je pense, Et j'ai une troisième caractéristique qui m'a permis aussi de d'avancer, et ça suit la deuxième, c'est le fait d'inverser le négatif au positif. Chaque problème est une bénédiction. Mmh. Chaque chose qui te tombe dessus, c'est quelque chose qui va te permettre de résoudre le prochain problème ou la prochaine situation dans laquelle tu vas être. Mmh. On parlait de clients au début. Les premiers clients que j'ai eus, c'est grâce à ces clients qu'aujourd'hui je peux accéder et que je peux régler certaines situations. Parce que j'ai pris des claques qui me rendent peut-être pas légitime, mais qui me permettent de gérer certaines situations d'une meilleure vision, d'un meilleur angle de vue et d'une meilleure perspective. Dire: lui peut pas m'avoir comme ça parce que lui, il m'a déjà eu, en fait». Mmh. Et surtout le fait d'inverser la tendance, heu et de ne pas répondre au mal par le mal. Il y a un problème qui est négatif, OK, tranquille, ça va aller. Moi, j'estime que, Dieu, Dieu, pour parler d'un point de vue plus spirituel, Dieu te donne des batailles, il te donne pas des batailles que tu ne peux pas, résoudre, que tu ne peux pas vaincre, en fait. Mmh. Donc chaque situation dans laquelle tu es, quand tu penses que, c'est un problème que tu vas pas surmonter, ben tu vas le surmonter parce que il y a 6 mois, tu étais dans une situation, c'était peut-être 100 fois pire et tu es déjà passé à travers, tu as déjà résolu ça. Mmh. D'où le fait d'être reconnaissant et de reconnaître que tu avances, en fait, tous les jours tu avances. Est-ce que tu es fier de ton parcours là, sur les dernières années? Je dirais pas que je suis fier, mais je commence à être satisfait parce que, je me rends compte que tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années, que ce soit dans ma vie en général ou avec Marlon, je me rends compte que ça a servi, en fait. Que moi, je savais que je faisais pas ça pour rien et comme je lui disais, j'ai beaucoup de prises de conscience où j'ai dit à Marlon, «C'est grâce à ces actions-là qu'on va accéder à ça, en fait, on va accéder à mieux» et aujourd'hui, on le voit, on accède à beaucoup mieux tous les jours. Tous les jours, on a de nouvelles opportunités. Tous les jours, on a des gens qui nous contactent de près ou de loin, qui veulent être là, qui veulent faire partie du mouvement, sans qu'on soit immense. On n'est pas immense, on est juste 2 personnes qui veulent s'en sortir et qui font tout pour s'en sortir. Donc au Mmh. final, même si on s'en sort pas dans un an,
Si la situation, elle a évolué, elle a changé entre il y a un an et aujourd'hui, bah, c'est déjà un grand pas. Il faut se comparer à ce que tu étais il y a un an. Qu'est-ce que j'étais il y a un an? J'étais un mec qui essayait de s'en sortir, mais qui savait pas comment et qui faisait pas non plus ce qu'il fallait pour s'en sortir. Aujourd'hui, je commence à m'en sortir, je trouve des solutions pour m'en sortir, mais j'ai pas réussi, j'ai pas finalisé ça. Mmh. Donc, malgré le fait que j'avance, malgré le fait que je réussis certaines choses, l'entrepreneuriat, c'est jamais une finalité. Mmh. Et avant de réaliser ce podcast, pendant la préparation, on parlait de valeurs. Est-ce que, tu voudrais nous en parler un peu des valeurs qui sont chères à tes yeux, qui te tiennent à cœur? Si tu devais en donner 3, qu'est-ce que tu voudrais mentionner? Le respect de soi, Mmh. le fait de ne pas se mentir à soi-même, de dire les choses. J'ai été éduqué et ça, c'est mon père m'a transmis ça, c'est le fait de pas mentir. Mon père, il m'a jamais menti. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Que ce soit dans tous les domaines. Quand, je demande 10 €: «Papa, tu peux me donner 10 €?» «Ouais». Là, j'ai pas, donc je peux pas te donner. Et ça m'a appris à me forger un esprit de résilience, en fait, ou enfin, pas un esprit de résilience, mais juste d'être juste et de ne pas mentir. Mmh. J'aime pas mentir et bon, j'aime pas qu'on me mente aussi parce que je l'ai vu aussi par mes propres expériences en étant petit. J'ai eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Le fait de mentir, je me rappelle, il y a une fois où j'ai menti, tôt ou tard déjà ça s'apprend en fait. Et sur des trucs tout bêtes, je te parle de ça, c'est, un événement où j'ai menti à ma mère parce qu'à l'école, il m'avait mis une punition et j'ai pas dit. 6 mois plus tard, ma mère, elle ouvre un carnet où j'avais écrit une punition, elle a compris que je lui avais menti. Et déjà là, à cet âge-là, je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, ça sert à rien de mentir parce que tu vas l'apprendre d'une manière ou d'une autre». Et l'humain, il déteste ça, c'est apprendre quelque chose par la bouche d'autrui, en fait. Mmh. Donc, heu autant dire les choses au début, ça fait mal, tu prends une gifle, tu prends un coup de pied au cul, mais au moins c'est fait en fait. Et comme l'a enseigné mon père: «Pas vu, pas pris, mais quand tu es pris et il faut assumer». Mmh. Carrément. Ouais, donc ça, c'est une première chose, être honnête avec soi-même et avec les autres. OK. Est-ce que tu as autre chose à ajouter qui te tient à cœur de Hem, valeur, la vision se cantonner à une vision qui est sienne. Mmh. Ne pas, se laisser dicter par X ou par Y. On est dans une génération où je prends un exemple qui est très, généralisé, mais les parents qui mettent leur foot, enfin qui mettent leur gosse au foot parce que Mbappé, il a percé dans le foot, alors que le gosse, s'il faut, il a envie de faire du tennis. Mmh. Et qui forcent leur enfant à être, ce que le père ou la mère voudrait qu'il soit. Et moi, c'est ça, mon père, il m'a transmis ça aussi, c'est, fais ce que tu veux, en fait. Moi, je te donne mon exemple et c'est le cas, dans ma famille, tout le monde aime le rugby et j'ai fait du foot. Je suis Mmh. arrivé, j'ai dit: «Je veux faire du foot». Ma sœur, pareil, à la base, elle dessine, mais elle, elle voulait faire de l'équitation et on l'a mis à l'équitation parce que c'était normal pour elle. Et moi, j'ai fait du foot parce que j'avais envie de faire du foot et personne m'a bridé en me disant: «Non, tu vas pas faire du foot parce que moi, j'aime le rugby». Et mon père, il a appris, il a découvert le foot. Ma mère, elle a découvert ce que c'était, elle a découvert qu'une mi-temps de foot, ça durait 45 minutes quand j'avais 7 ans. Mmh. Et pas 40 minutes comme au rugby. Voilà. Et c'est ça aussi que je veux transmettre, ne pas se brider, en fait, surtout ne pas écouter les gens, ne pas être dicté, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé mon propre travail parce que travailler pour quelqu'un, ça a du bon, OK, il y a une perspective d'évolution, mais c'est linéaire. Tous les mois, ton salaire, c'est le même. Tu touches 2 000 €, dans 6 mois, il y a rien qui a changé et les augmentations dont on parle, bref, c'est dérisoire. Alors que dans l'entrepreneuriat, tu peux faire, 0 € au mois de janvier, tu as pas de revenus et à la fin de l'année, tu as fait peut-être 5 000 6 000 €. Mais c'est de ta poche et c'est de la sueur de ton front. Mmh. Donc ça prend plus de temps, mais à la fin, les efforts que tu as mis, l'énergie que tu as mis, elle est 100 fois plus récompensée qu'aller se casser le cul pour un patron qui ne à la fin du mois, il Mmh. y aura rien qui aura changé, quoi. Surtout sur le long terme. Oui, voilà. La puissance des intérêts composés, j'ai plus les chiffres, mais c'est bien connu, tu sais, si tu fais 1% de plus chaque jour, déjà Ça fait fois 365 37, sur 365 jours, ça fait ça fois fait fois 37. 37. Tu Sûrement, ouais. 37 fois meilleur avec 1 tous les jours et 1 c'est une tâche de plus tous les jours. Mmh. C'est pas grand-chose, hein. C'est, un exercice de plus à la salle, c'est 2 kilos au soulevé en plus, c'est, un email en plus à C'est envoyer, c'est, ouais, heu, Et mais les gens aujourd'hui, pour parler des gens, pour arrêter pour ne pas parler que de moi, les gens se cantonnent à une idée où, comme dit, on est dans une économie de l'attention, tout saute aux yeux, tout ce qui brille saute aux yeux, mais c'est pas une finalité. Tu serais peut-être pas plus heureux dans un Lamborghini que si tu passais un moment avec tes parents. mmh.
que si tu allais manger dans un joli restaurant avec tes parents, que tu passes un bon moment avec des gens que tu aimes. Et l'argent, c'est un plus. L'argent, il fait des choses, heu, auxquelles tu ne peux pas accéder. Il te permet de voyager, il te permet d'acheter ce qui te fait plaisir. Et il te permet même d'être en bonne santé, de base, Aussi, ouais, de mais il te met pas dans des situations où tu vas passer un bon moment comme ça, il est retranscrit parce qu'on l'a voulu, pas parce qu'il y a de l'argent. Tu vois ce que mmh, je veux dire? Et c'est ça qui fait la différence, c'est le plan humain, c'est vraiment le plan humain. Les gens favorisent le fait que l'argent, c'est une finalité, alors que l'argent, c'est un véhicule, c'est pas la ouais, destination finale. mmh. Ouais, totalement. C'est un super véhicule, hein, qui est essentiel. Je pense que sans argent, ça c'est ma vision, mais tu peux pas faire ce que tu veux tout simplement, tu peux pas prendre soin de toi, de tes proches et cetera. Mais peut-être jusqu'à un certain seuil et ensuite au-delà, eh bien, tu te rends compte peut-être que c'est pas, ce qui va te nourrir, On pendant, on 80 ans. concrètement, pour être réaliste, on travaille pour de l'argent, Mmh. mais on travaille pas que pour l'argent, on travaille pour ce que l'argent peut amener. Parce que moi, je vois pas l'intérêt d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque et regarder les 7 chiffres tourner. Un entrepreneur, concrètement, il a jamais 10, 15, 30 ou 100 000 € sur son compte courant. Mmh. C'est pas possible. Un entrepreneur, il développe, il achète, il structure pour, faire travailler son argent et créer un patrimoine, créer un empire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et Mmh. c'est à ça que sert l'argent, en fait. C'est pareil, si tu fais pas le bien avec l'argent, il y aura rien de bien qui te tombera dessus. Ouais. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu fais pas le bien avec quoi tu vas faire le bien? Mmh. Carrément. Pour revenir, à une autre caractéristique, ça, c'est un plus que je veux donner et c'est quelque chose qui m'a permis, aussi d'être là, Mmh mh. spirituellement et psychologiquement, c'est de tenir un carnet de notes. Mmh. Donc c'est très connu aux États-Unis, les gens, c'est de là que ça vient, c'est de là que je l'ai trouvé, mais d'avoir un carnet de notes et tous les jours d'écrire des lignes. Donc au début, et moi c'était le cas, ça fait, un peu plus d'1 an que j'écris, j'ai des carnets de notes. Tu mets 2 3 mots, 2 3 lignes, ce que tu as fait aujourd'hui, et moi je le fais tous les jours. Ça fait plus d'1 an que je le fais. Au début, j'avais 2 3 lignes, maintenant j'ai des pages entières où je rédige, des manifestations, des gratitudes, ma journée d'aujourd'hui, aujourd'hui je suis content, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai fait ça. Des fois, c'est, d'être encore plus, comme ils disent en anglais, d'être hard avec soi-même, d'être dur avec soi-même et de faire plus. Et ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue spirituel. Déjà, il y a une trace écrite, donc c'est une valeur ajoutée dans le temps parce que tu peux le marketer, tu peux en tirer quelque chose Mmh. et ça te permet, psychologiquement, toi, de savoir où tu en es et de te tenir à quelque chose. Donc déjà, ça instaure une discipline. Mmh. C'est comme le fait d'aller tous les jours à la salle. Au bout d'un moment, c'est rien, mais en fait, c'est logique pour toi d'aller à la salle et Mmh. c'est comme ça que s'instaure la discipline. Donc là, il y a pas un jour où le soir avant de dormir, je n'écris pas dans ce livre et même si j'ai rien à écrire, j'écris 2 3 lignes, j'écris les mêmes manifestations, ce pourquoi je veux me battre. Donc ça peut être, pour prendre des exemples, être en paix et ne pas être distrait, concentrer mon attention, là où elle a besoin d'être. Mmh. Par exemple, pour citer 3 exemples que j'ai en tête, je manifeste pour être en paix et pour ne pas être distrait, pour être toujours gentil quoi qu'il arrive. Ça, c'est un autre une des manifestations que je mets en avant, c'est le fait d'être gentil quoi qu'il arrive. Parce que tu sais pas ce que les gens traversent. Mmh. Tu sais pas, l'autre il a reçu une mauvaise nouvelle, tu lui envoies un message, tu lui envoies un mail, un mauvais mot de travers. L'autre il va t'insulter, mais tu comprends pas pourquoi. Mmh. Il C'est faut vrai. ça aussi se mettre à la place des gens. Comprendre pourquoi lui il réagit comme ça, pourquoi lui il me répond comme ça et pourquoi il se passe ça en fait. Et des fois tu te mets à la place des gens, le simple fait de dire, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il réagit comme ça? Ça fait toute la différence. Mais bon, ça c'est un autre sujet et une des manifestations que je rédige aussi tous les soirs et elle, c'est une des plus importantes, c'est, le fait de je veux me réveiller à telle heure et je veux faire ce que j'aime. Mmh. Ça, c'est le plus important. Et tu t'endors, avec cette idée-là en tête, en fait? Ouais, C'est en ça? et l'avantage que ça a spirituellement parlant, en fait, c'est que ce que tu écris avant de dormir, donc que tu l'écrives ou que tu le récites lors d'une prière, Mmh. ton cerveau, il s'accapare ça la nuit, en fait. Donc il construit quelque chose autour de ça et tu te réveilles dans cette dynamique-là, en fait C'est vrai. C'est vrai, moi je et l'avais c'est une forme essayé, de motivation. carrément et ça fonctionne plutôt bien. C'est ton inconscient ou ton cerveau, je sais pas trop, qui travaille ne serait-ce que sur une nuit et soit ça peut t'apporter des réponses à un problème ou soit, comme tu dis,
Ça peut te donner le bon état d'esprit au réveil, pour passer une bonne journée, ouais. et ça te permet de visualiser certaines choses que tu ne visualiserais pas dans un état, conscient, en fait. Mmh. Vu que la nuit, ton cerveau, il continue à travailler malgré le fait qu'il se repose et C'est surtout clair. parce que, tu as parlé de subconscient et de conscience, ça, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. On a 2 parties. On a dans le cerveau, on a 2 parties, il est réparti sous 2 formes. Il y a le subconscient, c'est la partie, la plus forte Mmh. parce que c'est celle qu'on utilise et il y a la partie, il y a le conscient. Le subconscient, pourquoi c'est le plus fort? Parce qu'il fait pas la différence entre ce que tu dis. Donc pour lui, que tu dises que tu es bon ou mauvais, il fait pas la différence. Mais si tu répètes, pendant 6 mois que tu es mauvais, il va s'accaparer l'idée que tu es mauvais. Toi, tu sais que tu es mauvais, Mmh. pas parce que tu l'es, mais parce que tu le dis. Les mots ont énormément d'importance. La parole, les mots que tu emploies, ce que tu dis et surtout, ce que tu dis à ton encontre, c'est très important de ne pas parler mal de soi, en fait. Mmh. De dire, des mots dérisoires, des mots négatifs, en fait. Mmh. D'exprimer de la négation à son encontre. Mmh. Carrément. Moi, à une époque où je sortais, je me suis mis en tête, parce que je répétais concrètement, que quand je sortais, j'avais besoin de boire de l'alcool pour m'amuser. Donc en fait, à force de le répéter, au début, je buvais pas d'alcool. Donc quand j'ai commencé à boire, je me suis mis dans une idée, c'est quelque chose de très nocif d'ailleurs. Je me suis mis dans une idée où je répétais à tout le monde et de manière générale, sans même m'en rendre compte, que quand je sortais, j'avais besoin de boire et que si je buvais pas, ben, je pouvais pas m'amuser et pas passer une bonne soirée. Et j'ai fait le travail sur moi en me disant: «Mais en vrai, si j'arrête de dire ça et que j'arrête simplement de dire ça et que j'essaye de ne pas boire quand je sors, qu'est-ce qui va se passer?» Et au final, j'ai arrêté de dire ça. J'ai dit: «OK, en fait», j'ai inversé la tendance en me Mmh. disant, «Je peux sortir sans boire» et tu vois les effets trop rapidement. Et la psychologie, en fait, elle est dans ta tête. Tout ce que tu dis, tu peux le faire, mais tu n'es pas tout ce que tu dis. Parce que les gens, ils disent: «Moi, je suis ci, moi, je suis ça, nanana». C'est pas vrai. Parce qu'il faut qu'on le voit sur ton visage. On sait Mmh. reconnaître un menteur, généralement. Tu ne peux pas prétendre, être ce que tu es, en fait. Tu es ce que tu es. Concrètement, sur, la forme humaine et physique, moi, je suis Alexandre, toi, tu es Julien et toi, tu fais des podcasts et moi, je fais du marquage publicitaire et je peux pas prétendre à quelque chose que je ne suis pas, en fait, tant que je ne vois pas. Si demain, tu me dis que tu es pilote de ligne, si moi, je vois pas que tu es pilote de ligne, pour moi, tu fais simplement des podcasts et ça se joue là sur le fait que tu peux être tout ce que tu veux, en fait. Mmh. Mais il faut que tu le sois. Il faut que tu crées la version qui puisse accéder à ce que tu dis que tu es, en fait. Mmh. Ouais, très clair et souvent, bah, tout le temps même, ça passe par un changement de ta personne, en fait. Exactement, en Ouais. fait, il faut se faire violence, dans le sens où, bah, il faut se faire du mal pour changer, en fait. Si tu veux un changement radical dans ta vie, si tu veux accéder à certaines choses, il faut accepter, il faut laisser certaines choses et ça, c'est un paramètre, comme j'ai dit, c'est même le sujet, auquel je m'adonne le plus, c'est le fait de regarder ce que tu ne fais pas. Mmh. Parce que ça s'impacte sur les choses que tu ne fais pas, mais ça s'impacte sur les choses que tu ne fais pas non plus au terme négatif. Donc, qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui? Je sors pas, je bois pas. Donc, à côté aussi, il y a un changement par rapport à ce que je fais et ce que je fais pas. Mmh. Donc, il faut aussi arrêter de faire certaines choses que tu fais et les mettre dans la case de je ne fais pas et je ne fais plus ça. Et maintenant, je ne fais ce que je ne faisais pas avant. Et là, il y a un changement déjà. Mmh. Donc, imaginons, tu prends une personne lambda, elle veut changer, mais elle sait pas comment. Tu vas à la salle, tu fais de nouvelles choses, tu cuisines de nouvelles choses, tu vas dans de nouveaux endroits. Ouais, ça commence par là. Le simple fait de s'élever socialement et d'aller dans de nouveaux endroits, heu, comme j'ai dit avec la bouteille d'eau à l'aéroport, si tu ne changes pas de place, tu ne peux pas, trouver de nouvelles valeurs. Tu ne peux pas trouver de nouveaux prospects. Mon assistante, par exemple, je l'ai rencontrée à un événement. C'était au Mama Shelter. Il y a 1 an, jamais de la vie j'aurais été au Mama Shelter Mmh. et c'est pas c'est pas un endroit, mais c'est le Mama Shelter et avant, jamais il y a 1 an, je serais allé au Mama Shelter. Mmh. Donc le fait de s'élever, de sortir de sa zone de confort, de faire du réseau, c'est une chose, mais aller dans des endroits que tu ne fréquentais pas, rencontrer des gens, auxquels tu ne pensais même pas accéder un jour, jamais dans ma tête, je me serais dit: «Un an, je vais faire un podcast» et aujourd'hui, j'y suis. Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses que je ne faisais pas avant. Mmh. Donc ça me permet à des choses ça me permet d'accéder à des situations, à des opportunités auxquelles je n'aurais pas pu accéder avant. Mmh. C'est aussi simple que ça.
c'est Juste clair. juste parce que j'ai changé, mes centres d'intérêt, j'ai changé, je me suis élevé, en fait, D'accord. socialement, Mmh. psychologiquement. Et en changeant tes actions au quotidien, en fait. Tout simplement des petites actions, mais mis bout à bout, 1 chaque jour de changement, comme je disais tout à l'heure aussi. Et comme dit, une personne aussi, une situation, une opportunité. Je suis très à propos de ça sans l'être vraiment parce que c'est des plans sur la comète, mais une personne, une situation peut changer ta vie. Ce podcast, imaginons, demain on va le poster, dans 6 mois, grâce à ce podcast, je vais avoir un client qui va changer ma vie Mmh. et il va me dire: «Ah mais je t'ai vu sur le podcast avec Julien, et même toi demain, il y a quelqu'un qui me voit sur ce podcast, il me parle, il me dit: "Ouais, moi aussi je vais faire un podcast avec lui"». Hop, et s'il faut, ce client-là, il va changer ta vie Mmh. pour Bien X sûr. manière. Et c'est ça, en fait, c'est le fait d'aller vers l'inconnu, d'aller dans la difficulté, parce que tout ce qui est inconnu, c'est difficile. Mmh. Faire du vélo, quand tu sais pas faire du vélo, quand tu nais, tu tombes, heu, tu même pas encore monté sur le vélo que tu es déjà tombé. Mmh. Donc c'est dur de faire des choses, surtout à un âge où tu as grandi, où tu as des insécurités, tu as des traumatismes, tu as des trucs qui t'empêchent d'avancer à certains sur certains chemins. Donc tu te brides toi-même parce que tu as des peurs, c'est des peurs qui sont ancrées concrètement. Et le fait d'aller dans l'inconnu, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je sais que c'est bon pour moi. C'est mieux que de dire, j'y vais pas parce que je sais pas comment y aller ou je veux Mmh. pas y aller. C'est des excuses. Ça a été difficile pour toi de faire ce podcast-là? De parler de tout ce qu'on a parlé, ce que tu disais, il faut se forcer à faire des choses difficiles qui changent. Alors j'ai pas une réponse pour toi, je sais pas, peut-être que oui. Moi, je trouve que c'est pas évident, hein, l'exercice, personnellement. Moi, je suis dans la position assez confortable où je pose des questions et c'est jamais évident d'y répondre donc Alors concrètement, je dirais pas que c'est difficile, je dirais que ça change parce que mmh, c'est quelque chose de nouveau. C'est un podcast, c'est une étape au-dessus. C'est une situation qui est supérieure à ce que je faisais parce que je tourne des vidéos, j'ai fait de la création de contenu. Tu m'aurais pris il y a 6 mois, jamais j'aurais parlé avec autant d'aisance mmh mh. et jamais j'aurais pu apporter autant de valeur. Pas parce que je voulais pas le faire, mais parce que je savais pas comment le mettre en avant. Aujourd'hui, je suis dans un studio qui met en avant ce que je veux faire paraître, ce que je suis et ce que j'ai à apporter. Mais quand je me filmais avec mon iPhone et que je postais ça sur, TikTok, que j'avais pas de visibilité, d'audience, c'est normal que, heu, ce soit difficile. C'est grâce à ces vidéos aujourd'hui que j'arrive à parler avec autant d'aisance, Ouais, avec autant de facilité. parce que tu t'es entraîné tout seul avec ton iPhone, que tu as publié et parce que le fait de parler aussi, de créer du contenu, ça permet d'affiner son discours. Là, j'imagine, tu me le diras, mais dans les prochains jours, tu vas avoir de nouvelles idées, Mmh. peut-être issues de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Et le fait que ça soit dans un cadre, plutôt professionnel, peut-être que ça marquera encore plus ton inconscient, ton cerveau qui va développer de nouvelles idées, tu vois ce que je veux dire? C'est plus motivant parce que entre guillemets, quand tu es au fond de ton bureau à 3 heures du matin et que tu écris un script, heu, tu pas de réelle motivation. Tu écris parce que tu as envie de le faire, mais il y a personne qui va te pousser à faire quelque chose, il y a personne qui va reconnaître ça. Par Mmh. contre, si la vidéo demain, elle fait 1 million de vues, là, les gens, ils vont reconnaître ce que tu as fait et le script que tu as écrit à 3 heures du matin. Mmh. Ça a pas été mon cas pour moi. J'ai fait des vidéos, j'ai posté un tas de vidéos, au début sans même savoir pourquoi je postais des vidéos, juste pour poster des vidéos, pour me mettre, comme dit, faire ce que je ne faisais pas. Et aujourd'hui, même s'il y a pas de grands résultats, même si j'ai pas une grande audience, je vois la différence. Je suis capable de parler, d'émettre ce que j'ai envie d'émettre, de mettre des mots sur des situations, sur lesquelles j'étais même pas capable de Mmh. de parler il y a 1 an. Mmh. Et est-ce que l'échange qu'on a eu là, cette interview studio, ça t'a permis d'affiner, tes objectifs, d'affiner ta manière de travailler? Est-ce que ça a fait naître des pistes d'amélioration, d'évolution? C'est encore peut-être trop tôt pour le dire, mais, est-ce que tu ressens ça? Je sais ce que ça peut m'apporter, mais je veux pas m'attendre à grand chose pour ne Mmh. pas être déçu. Parce que si demain je m'attends à recevoir 100 messages: «Ouais, interview que tu as fait avec Julien, elle est super, ouais, c'est super, nin Et je vais être déçu parce que si je reçois pas de message, je serai déçu. Mmh. Donc là, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, mais dans combien de temps ça va prendre, comment ça va prendre, je veux pas savoir Mmh. en fait. Je fais et après on verra. Mmh. Et quand il y a quelqu'un qui me dira: «Putain, l'interview, c'est top», parce que s'il faut, je vais attendre des messages de certaines personnes, ils vont pas me les envoyer. Donc moi, de mon ego, je vais prendre un coup, je vais me dire: «Putain, il m'a pas envoyé un message, lui, c'est un connard». Alors que s'il faut, le mec, je vais le voir dans la rue, 6 mois plus tard, il va me dire: «Ah ouais, en fait, j'ai vu ton podcast, super». Mmh. Donc c'est pour ça, en fait.
Ouais, mais je parlais plutôt de toi personnellement. Est-ce que Ah! ça t'a tu vois, est-ce que ça t'a donné de nouvelles idées sur toi pour affiner tes objectifs, pour améliorer, encore plus, ta manière de parler? Tu vois, rien que toi, sans attendre, rien de l'extérieur. C'est pour ça, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. C'est Tu peut-être sais, un peu tôt pour c'est le pas dire, parce que peut-être que dans 2 jours, je te dirai: «Putain, grâce à ce qu'on a dit là, je suis revenu là-dessus et je vais faire une vidéo là-dessus», mmh, tu vois? Parce que, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de script, mais pour moi, un script en amène un autre. Avec un mot, avec une phrase, avec un rien, tu peux tout faire. J'ai des tas de scripts dans mon téléphone s'il faut qui valent de l'argent, qui valent une audience, mais vu que je sais pas comment les mettre en avant, mmh, ça peut pas marcher mmh, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que quand tu fais une vidéo, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a un bon micro, une bonne lumière. Aujourd'hui, tu peux plus faire des vidéos et tu postes comme ça et alors peut-être. Et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est mmh, pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention, je le répète, parce que les gens font attention à tout ce que tu fais, à tes moindres faits et gestes. mmh, Quand il y a un problème, la vidéo, elle peut être bonne, tu as dit un mot, un seul mot qui ne va pas, mais le mec, il va retenir ça, en fait. Alors que toute la vidéo, elle est bonne et que tu apportes une plus-value du début jusqu'à la fin. mmh, Mais vu qu'il y a un truc, un détail qui va pas, mmh, on te tombe dessus. mmh. Qu'est-ce que tu aurais à partager pour conclure, cet, échange? Quelque chose qu'on a peu eu le temps d'aborder, que tu aimerais partager ici, que ce soit sur l'entreprise de ton père, DPP, décoration, peinture, publicité, sur, toi personnellement? Ce que j'aurais plutôt à donner, ce serait plutôt une phase de motivation pour bien conclure la vidéo et pour mettre en avant, ce que je veux mettre en avant, particulièrement. Ne laissez pas les gens vous dicter quoi faire, comment le faire et faites ce que vous voulez, en fait. Soyez libre de vos propres choix. Mmh, aimez, tombez, cassez-vous la gueule, échouez. Acceptez aussi que l'échec est une bonne chose. On est en France, donc souvent c'est mal vu d'échouer. Mais l'échec est une bonne chose. On trouve tout ce dont on a besoin dans l'échec et les victoires se créent d'échecs et se construisent d'échecs. Donc voilà, simplement. Eh ben super, merci Alexandre. Merci à toi Julien, merci beaucoup.